Marcheuse de la première heure issue de la société civile, Marie Lebec est l'une des benjamines du Parlement français. La députée La République En Marche est notre invitée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc députée des Yvelines en France, en région parisienne. Alors on va peut-être d'abord commencer par l'actualité internationale, avec notamment la Syrie. Des mots très durs du président Bachar al-Assad qui déclare que la France a, dès le début du conflit en 2011, alors que beaucoup d'observateurs disent que les manifestations étaient pacifiques, lui il déclare que la France, elle a déjà été le fer de lance du soutien à des groupes terroristes. Que lui répondez-vous aux dirigeants syriens ? Écoutez, je pense qu'on n'a pas vraiment de leçon à recevoir de Bachar al-Assad, que ce soit en matière de démocratie ou de respect des droits de l'homme. Il a effectivement une définition à géométrie variable de ce que c'est le terrorisme. Je rejoins tout à fait le président Macron dans sa vision, c'est-à-dire effectivement on doit prendre en compte Bachar al-Assad puisqu'il est toujours à la tête de la Syrie dans le cadre de la remise en route du processus démocratique. Mais voilà, ce sera effectivement on l'espère, le dirigeant de la Syrie pour plusieurs années à venir. Alors justement, Emmanuel Macron déclare qu'il ne faut pas reproduire ce qui s'est passé en Libye avec la chute de Mouammar Kadhafi. On ne peut pas ignorer Bachar al-Assad, dit-il. Le problème, c'est que de l'autre côté, Bachar al-Assad est là dans un ton plus mesuré, déclare dans ce cas-là, s'ils veulent discuter avec nous, il faut remettre des relations diplomatiques entre Paris et Damas. Que répondez-vous ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui rétablir une ambassade française à Damas ? Je crois qu'avant de rétablir les relations diplomatiques, il faut déjà définir quel sera le cadre de l'avenir de la Syrie et notamment le fait de dire qu'il faudra associer l'ensemble des parties prenantes, donc Bachar al-Assad, mais aussi son opposition, une fois que Daesh aura été battu pour l'avenir de la Syrie, et ensuite on verra pour les relations diplomatiques. Alors, autre dossier du moment, le Brexit. Vous faites partie depuis récemment de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le suivi des négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Alors, le chef chargé de ces négociations s'appelle Michel Barnier, il représente les 27. Alors ce matin, plutôt étonnant, dans la presse française et dans le journal du Figaro, il laisse 90 jours à la première ministre Theresa May pour clarifier son choix. En clair, elle pourrait revenir et abandonner la sortie de l'Union européenne. C'est possible, ça ? Alors, je pense qu'on a une première étape de négociation qui s'est passée. On voit effectivement que les Britanniques et le gouvernement ont fait un pas vers l'Union européenne en ce qui concerne la frontière entre le nord de l'Irlande, entre ce qui restait à payer. Donc voilà, après Michel Barnier est un fin négociateur, donc on verra ce qu'il en est de cette proposition effectivement de laisser la porte ouverte potentiellement, mais ça voudrait certainement aussi dire sous certaines conditions pour l'Union européenne. En tout cas, ça va coûter très très cher à la Grande-Bretagne, ce divorce. Paris pourrait en profiter. Londres va sans doute être très affaibli. Ce ne sera sans doute plus la première place financière en Europe. Comment faire que Paris le devienne ? On voit déjà, il y a eu l'agence l'ABE qui est arrivée à Paris, donc c'est une excellente nouvelle. Il y a aussi un certain dynamisme de la région parisienne, puisque vous savez qu'il y a Choose the Paris Region, qui est un peu l'association de Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse pour la promotion de la région parisienne. Mais il n'y a pas que cette région, il y a aussi les Hauts-de-France qui sont très actifs. On voit qu'un certain nombre d'entrepreneurs ont été en début d'année à Londres pour rappeler que notamment Calais, le Nord-Pas-de-Calais n'était pas très très loin de la Grande-Bretagne, c'était un peu un carrefour. Donc il y a une dynamique qui est à la fois portée par des acteurs privés mais aussi par des acteurs publics pour faire la promotion de la France au Royaume-Uni et notamment à Londres. Alors la BE que vous étiez, c'est l'autorité bancaire européenne, mais concrètement, comment faire venir plus d'entreprises, plus de banques à Paris ? Et d'abord, est-ce que c'est votre souhait ? Alors oui, c'est un souhait puisque ça amènera de l'activité, de l'attractivité, ça valorisera la place de Paris. Moi, je vois en discutant avec les acteurs, il y a plusieurs sujets. Il y a notamment la capacité à avoir des grands plateaux qui puissent accueillir des grandes entreprises qui puissent s'installer. Donc il y a notamment la défense, mais pas que. Il y a aussi la question du régime des impatriés qui va jouer, la réduction, je pense, de l'impôt sur les sociétés qu'on va faire passer, qui est aujourd'hui à 33 à 28%. Et puis enfin, bien sûr, la capacité, puisque quand vous arrivez, souvent vous arrivez avec votre famille, donc à loger ces personnes, est-ce qu'elles puissent être accueillies, notamment parfois dans des écoles internationales avec la possibilité pour les enfants d'étudier dans leur langue natale. Alors, on vous a vu récemment aux côtés d'Emmanuel Macron lors de sa tournée africaine, tournée historique disent certains. Vous êtes vous-même présidente du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire. Alors, Burkina Faso, vous y étiez. Côte d'Ivoire, Ghana. Quelle dynamique proposez-vous aujourd'hui entre la France et l'Afrique ?
C'est vrai qu'on est vraiment dans une logique de dire qu'il faut repenser la relation entre la France et l'Afrique. Il ne faut plus qu'on soit sur cette dynamique qu'on avait par le passé, un peu France-Afrique. Il faut construire quelque chose, vraiment une relation de partenariat. Je crois que c'est ce sur quoi Emmanuel Macron a beaucoup insisté, à la fois dans son discours, mais aussi en s'adressant à la jeunesse africaine et plus spécifiquement à la jeunesse burkinabé, en allant à l'université, en allant voir la société civile, en pariant sur le fait que ce soit ces acteurs-là qui pourront s'emparer des questions de demain, que sont l'innovation, le fait d'entreprendre, la formation professionnelle. Et puis la dernière chose, bien sûr, qui est assez innovante, c'est le Conseil présidentiel pour l'Afrique d'Emmanuel Macron, qui réunit en fait plusieurs personnes de la société civile qui ont vocation en fait à lui apporter une vision de l'Afrique sur la base plutôt de l'entrepreneuriat que par les réseaux habituels de la diplomatie. Est-ce que ce n'est pas un mirage, l'entrepreneuriat? Très franchement, il y a cette anecdote, bien entendu, cet échange Emmanuel Macron qui dit « Je ne suis pas votre président. Si vous voulez l'électricité, en fait, c'est à lui de vous l'apporter. » Le problème, c'est que le continent est très mal électrifié. Jean-Louis Borloo ne cesse de le répéter en disant que c'est un des grands défis. Peut-on sincèrement entreprendre quand on n'a pas l'électricité? Oui, il y a effectivement des grands défis sur les infrastructures. Emmanuel Macron, il a été inauguré la centrale solaire, vous l'avez rappelé. Aussi le métro, une des stations de métro à Abidjan, parce qu'effectivement la ville est engorgée. Donc il y a des grands défis sur les infrastructures. Et c'est aussi peut-être là que l'Afrique peut être innovante, ces pays peuvent être innovants, parce qu'ils doivent notamment penser à la ville de demain. La population est de plus en plus urbaine en Afrique, donc il y a effectivement des grands enjeux. Mais en même temps, à l'occasion de mon déplacement à Abidjan avec le président, j'ai été visiter un centre de formation des métiers à l'électrotechnique, donc effectivement des futurs électriciens. Ils avaient effectivement les mêmes problèmes que nous sur la formation professionnelle, donc il y aura tout à fait intérêt à coopérer, à échanger sur un petit peu... Justement, un sujet, quand est-ce que verra le jour la bibliothèque numérique francophone des savoirs et de la formation? Alors là, vous me posez une colle, j'avoue que je ne sais pas. C'est l'Association internationale de coopération universitaire francophone qui lance le projet, mais pas une date précise, mais est-ce que ça pourra voir le jour? C'était une promesse du président Macron lors de sa tournée. Vous allez surveiller ce dossier? Oui, de toute façon, effectivement, je pense que la francophonie, et c'était aussi ce pourquoi j'ai demandé la présidence du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire, c'est parce que la francophonie, c'est un atout pour nos pays respectifs. Ça permet d'aller faire des études pour la jeunesse africaine en France, mais aussi pour les jeunes Français, de venir étudier en Afrique, de mieux connaître ce continent, de sortir un peu des stéréotypes. Et puis, même si vous voulez faire du business, c'est quand même plus facile de parler la même langue. Donc, c'est une vraie force, la francophonie. Alors, venons-en à la politique intérieure française, avec d'abord une petite polémique aujourd'hui. Certains députés ont affirmé dans les médias qu'ils avaient du mal à s'en sortir alors qu'ils touchent 5 000 €. Il y a même une députée membre de votre parti qui se plaint de manger pas mal de pâtes avec cette rémunération. Alors, précisons qu'elle était entrepreneuse, chef d'entreprise, et qu'elle gagnait avant son statut de députée 8 000 €. On va écouter à ce sujet Virginie Duby-Muller. Elle est députée de droite, membre du parti Les Républicains. Forcément, elle critique. Je trouve ces propos absolument indécents. Il y a beaucoup de députés qui ont été élus aujourd'hui, et des députés En Marche en l'occurrence, qui n'étaient pas préparés à la fonction de député. Être député, ça exige beaucoup d'engagement, beaucoup de présence, beaucoup de sacrifices, parce qu'il faut être présent sur le terrain. En tout cas, c'est ma conception du mandat. Et je crois qu'ils ne s'attendaient pas du tout au travail que cela requérait, aux compétences. Elle va être recadrée, cette députée, Marie Le Becq, parce qu'il se dit qu'Emmanuel Macron ne badine pas justement avec ce genre de polémique. Il est parfois décrit comme autoritaire. Elle a du souci à se faire? Déjà, vous aurez noté comme moi que c'était du off. Donc moi, à titre personnel, je ne sais pas qui est cette députée qui a effectivement... Enfin, c'est une phrase très maladroite, effectivement. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité des Français. Bon, après, on voit... Du off, vous voulez dire, elle ne l'a pas dit publiquement? Oui, voilà, elle ne l'a pas dit. Elle est citée dans la presse de manière anonyme. Enfin, on ne sait pas qui c'est. Donc, bon, je crois que c'est maladroit. Ça n'a pas lieu d'être. Effectivement, il y a peut-être un changement de vie, mais qui n'est pas que financier et qui est aussi dans l'organisation de votre vie personnelle, professionnelle. Après, je ne crois pas qu'on ait de leçons à recevoir vraiment de Madame Duby-Muller en ce qui concerne le fait d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des acteurs et de travailler. Je pense qu'on est relativement présent et mobilisé. Alors, il y a un projet de loi qui vient d'être adopté, orientation et réussite des étudiants à l'université. L'opposition, alors il a été adopté à 361 voix, 129 contre. L'opposition de gauche critique cette réforme. Elle dit que ça va être une usine à inégalité sociale. Il y a notamment la sélection sur dossier pour l'entrée à l'université qui fait débat. Que
Quel est votre avis à ce sujet? Alors, sur l'opposition de la gauche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont pas su proposer mieux que le tirage au sort, donc on peut toujours critiquer. Moi, je pense que c'est une excellente réforme, à la fois parce qu'il y a un volet sur le fait de mieux informer les étudiants, donc le mieux les orienter, leur donner aussi ce qu'on appelle les attendus. Vous parlez de sélection, mais c'est pas rien ne vous empêche de rentrer dans une filière. On vous donne les attendus, on vous donne aussi les compétences qui sont requises pour réussir, on vous donne dans quelle filière vous réussissez le mieux si vous intégrez telle ou telle voie. Donc je pense que c'est vraiment l'information. Et puis après, il y a effectivement plus vous êtes informé, plus vous choisissez avec soin le parcours professionnel, plus vous avez de chances de réussir et donc d'aller au bout de votre parcours universitaire. Et puis enfin, il y a quand même un volet qui est peu évoqué, c'est le niveau de vie des étudiants, avec notamment la fin des cotisations, de la cotisation à la mutuelle étudiante, qui est remplacée par un rattachement à la sécurité sociale. Mais les APL, en revanche, vont bien diminuer. Personnalisé au logement pour les étudiants. Les APL, elles sont repensées. Effectivement, il y a la diminution des 5 €. Mais on peut revenir sur ce sujet. Encore une fois, c'était soit on demandait à tout le monde un effort de 5 € pour avoir le budget jusqu'à la fin de l'année, soit effectivement il n'y avait plus d'APL à partir d'août. Donc, Une question peut-être plus personnelle pour terminer, ce sera la dernière. Vous attrapez, si l'on peut dire, le virus de la politique à partir de 14 ans, quand vos parents vous emmènent à la maison de la mutualité, peut-être, en tous les Exactement. cas. Jusqu'où irez-vous? Certains vous voient déjà comme étant potentiellement présidentiable. Première femme présidente, c'est un objectif pour vous? Non, c'est pas, je veux dire, c'est pas un objectif. L'Élysée qu'on voit à l'image. Non, mais c'est pas l'Élysée. Je veux dire, moi, pour avancer, j'ai besoin d'avoir des objectifs presque inatteignables. C'est un moteur, c'est ça? Ouais, c'est un moteur. Mais ça veut pas dire, vous savez, il y a très peu d'élus pour la présidence de la République. Je sais pas si c'est une ambition, mais bon, pour l'instant, j'ai l'ambition de réussir mon mandat de député, qui est déjà prochainement, avant la fin du quinquennat? Non, j'en sais rien. J'ai déjà envie de faire mon mandat de député parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est aller sur le terrain aussi, échanger avec mes. Mais quel ministère vous plairait? Celui qui vous serait plus adapté? Ça, c'est une vraie question. Vous avez le temps d'y réfléchir, vous nous direz la prochaine fois. Merci beaucoup, Marie Lebecq, d'avoir répondu à nos questions.